On va poursuivre effectivement cette réflexion sur la place du père avec Paul Véron qui va nous expliquer effectivement le père et l'acte médical. Paul Véron qui est maître de conférence en droit privé et sciences criminelles à l'Université de Nantes. Merci Paul pour ta présence parmi nous. Vas-y. Merci beaucoup Augustin. Un grand merci aux organisateurs, organisatrices de ce colloque pour leur invitation. Augustin Boulanger, Isabelle Corpart, pour laquelle on a une pensée également. Paul Martin, également pour son aide dans l'organisation de ce colloque et pour l'accueil bienveillant dont nous faisons l'objet. Et chaleureux d'ailleurs, pas seulement bienveillant. Alors, je vais vous parler du père et l'acte médical. J'ai formulé le sujet comme ça pour qu'il soit un petit peu ouvert. Commençons par quelques éléments de délimitation du propos, pour savoir où est-ce qu'on met les pieds. Le père, tout d'abord. Quand on s'intéresse à l'acte médical, il nous semble que le père mérite d'être appréhendé largement. Non seulement comme père civil, celui à l'égard de qui la filiation de l'enfant est établie et qui dispose en principe de l'autorité parentale sur l'enfant, même si évidemment filiation et autorité parentale ne se confondent pas, mais aussi comme père biologique, comme géniteur, que la filiation soit établie ou non. Donc on l'entendra ici plutôt lato sensu. L'acte médical ensuite. L'acte médical, on en retiendra ici également une conception assez large, comme tout acte sur la personne, relevant du monopole du médecin, que cet acte est une finalité thérapeutique ou non, qu'il s'agisse d'un acte médical stricto sensu, donc, ou d'un acte dit médicalisé. En effet, l'acte médical a en principe, en droit, une finalité thérapeutique, qui peut être d'ailleurs préventive, diagnostique ou curative. Il s'agit de prévenir un état pathologique, de l'identifier ou d'y remédier. Mais il peut par exception aussi, l'acte médical, répondre à d'autres objectifs, par exemple esthétiques, ou de convenance personnelle, pour employer la formule d'une de nos collègues, Sophie Paricard, qui a consacré sa thèse à la convenance personnelle. Si l'article 16-3 du Code civil pose cette règle de principe, l'exigence de nécessité médicale, qui est d'ailleurs une formule bien maladroite, à mon sens, et au sens de plusieurs auteurs, pas seulement d'ailleurs pour médical, mais aussi pour nécessité, parce qu'en réalité, les actes médicaux légaux ne sont pas seulement ceux qui sont nécessaires, certains sont simplement utiles. Donc le terme nécessité est mal choisi. On a beaucoup commenté médical quand en 99, on a remplacé thérapeutique par médical, puisque dans la loi de 94, la première loi de bioéthique, l'article 16.3 parlait de nécessité thérapeutique. Mais en fait, c'est aussi assez peu convaincant sur nécessité. Non, une simple utilité ou une justification thérapeutique. En réalité, justification thérapeutique aurait été plus appropriée. Donc ça, c'est la règle de principe qui pose une balise de principe. Pour toute atteinte à l'intégrité du corps humain, il faut effectivement une nécessité médicale ou justification thérapeutique. Mais les exceptions se sont multipliées et élargies dans le Code de la santé publique notamment, mais non exclusivement, donc à la faveur des lois de bioéthique. Ont été confiés aux médecins la chirurgie esthétique, l'interruption de grossesse, notamment l'interruption volontaire de grossesse, si on parle d'absence de motif médical, la stérilisation contraceptive ou les actes de l'assistance médicale à la procréation. Si bien que la définition de l'acte médical au regard de sa finalité est aujourd'hui insuffisante pour englober les différentes interventions sur la personne, en particulier sur son corps, et les actes réservés donc aux médecins. Et donc médical, l'acte qui relève du monopole du médecin, en tout cas c'est ainsi qu'on l'entendra ici, monopole protégé notamment par le délit d'exercice illégal de la médecine. Je dis en principe protégé parce que bien sûr il existe d'autres professions de santé qui peuvent par dérogation à ce monopole réaliser certains actes de soins, les sages-femmes, les chirurgiens dentistes, les infirmiers ou d'autres auxiliaires médicaux. Alors précisons que ce monopole est à la fois un monopole des fins,
des moyens et des effets. On peut le présenter comme ça. Monopole des fins parce que seul le médecin peut intervenir sur autrui dans une intention diagnostique ou thérapeutique, ou préventive, dans une intention thérapeutique. Monopole des moyens parce que l'usage de certaines techniques, dites techniques médicales, sont réservées aux médecins. Et monopole des effets parce qu'en principe, c'est l'article 16.3, les atteintes au corps sont réservées aux médecins, indirectement. Autre question importante pour délimiter le sujet, l'acte médical sur qui? Si on appréhende le sujet largement, formulé comme tel, on pense d'abord à l'acte médical, évidemment, sur l'enfant. Si on parle du père et de l'acte médical, on pense à l'acte médical sur l'enfant, avec la problématique du pouvoir de décision du père en la matière, notamment. Mais on peut aussi penser à l'acte médical sur la mère de l'enfant, notamment lorsqu'elle est enceinte. L'acte médical qui n'est pas sans lien avec l'enfant, mais qui est réalisé sur la mère, avec la question, là aussi, de la place du père. On pourrait même penser à l'acte médical sur le père lui-même, éventuellement en lien avec l'enfant, pour que ça reste dans le sujet quand même. Par exemple, le père donneur compatible, ou alors le prélèvement effectué sur le géniteur pour établir effectivement sa filiation par le biais d'un examen des caractéristiques génétiques, par exemple. Bon, il en a été question hier. Et a été évoqué notamment le fait par Patrice Hilt qu'il faut le consentement de l'homme concerné pour cet examen. Bon. On laissera de côté ce troisième point, hein, l'acte médical sur le père lui-même, pour se concentrer sur les deux premiers, en s'intéressant à la place du père dans l'acte médical selon que l'enfant est un enfant à naître ou un enfant déjà né. Premier point, donc, le père et l'enfant à naître. Avant la naissance de l'enfant, on peut ici identifier 3 moments où la question de la place du père en lien avec des actes médicaux peut se poser. Premier moment, c'est en cas de projet parental, lorsque le couple souhaite recourir au mécanisme de l'assistance médicale à la procréation. La procréation médicalement assistée, mais du côté du droit médical, on va l'appeler assistance médicale à la procréation, parce qu'on s'intéresse plutôt à l'assistance, enfin aux actes médicaux d'assistance, justement. Alors, il se trouve qu'une autre intervention devait être consacrée à la place du père dans les lois de bioéthique, et donc j'avais prévu de ne pas développer ce point, puisque, évidemment, dans l'intitulé proposé par Jean-René Binet, je me suis dit que ça allait être assez central. Donc voilà, mais c'est évidemment possiblement pleinement dans le sujet du père et de l'acte médical aussi. Alors, ce qu'on peut relever très rapidement, mais il y a plus connaisseur que moi sur ce point dans cet amphithéâtre, et ça a déjà été souligné hier, c'est que la loi de bioéthique d'août 2021 constitue un recul de la place du père en la matière, puisque l'AMP était initialement réservée aux couples hétérosexuels et l'accès aux actes de l'AMP donc, et à l'AMP supposait donc le consentement des 2 parents, ce qui n'est plus nécessairement le cas. Alors on s'intéressera à 2 autres moments en l'occurrence ici. Hein. Le premier moment, c'était ce projet parental sur un enfant qui n'est pas encore là, cela dit, donc c'est le projet d'être père, le projet de paternité. Mais les 2 autres moments auxquels on peut s'intéresser sur un enfant à naître déjà là, c'est la question de la place du père durant la grossesse tout d'abord, et puis la question de la place du père au moment de l'accouchement. Le père et la grossesse, dans un premier temps, lorsque l'enfant est encore in utero, non seulement il n'est pas encore considéré comme une personne juridique, par le droit, sous réserve des atténuations de l'adage infant conceptus, mais il est aussi et d'abord considéré par le droit comme pars viscerum matris, comme une partie du corps de la mère. Cela explique que le père n'ait pas la même place que la mère à ce stade pour les actes médicaux, et notamment la même place décisionnelle pour les actes médicaux, y compris quand ils peuvent concerner l'enfant. En effet, les actes médicaux durant la grossesse relèvent en droit du choix de la mère. C'est le cas pour les consultations de suivi de grossesse, mais aussi pour le respect ou non de certaines prescriptions médicales durant la grossesse.
Par exemple, la mère qui prendrait ou ne prendrait pas des médicaments prescrits pour la santé de l'enfant ou pour éviter des problèmes de santé de l'enfant, ou qui ne resterait pas alitée alors que l'alitement a été prescrit ou préconisé, ou qui mangerait de la viande alors qu'elle n'est pas immunisée contre certaines pathologies et que ça aurait été contre-indiqué, ou qui continuerait à fumer, voire à prendre des stupéfiants. Alors on s'éloigne un petit peu du strict acte médical, hein, c'est des préconisations de santé, mais si on estime qu'une prescription c'est un acte médical, et à mon sens c'en est un, eh bien le non-respect des prescriptions peut effectivement être en lien avec cet acte. En tout cas concerne notre sujet. Alors le père n'a ici aucun moyen juridique d'exiger, au nom de l'intérêt de l'enfant à naître, la bonne conduite médicale de la mère. La seule exception à laquelle on pourrait penser, mais qui est un peu marginale, et heureusement en pratique, ce serait éventuellement, en cas de troubles mentaux très graves de la mère, d'envisager une demande d'admission sans consentement à la demande d'un tiers, et le père, effectivement, peut faire partie des tiers qui peut faire la demande. Mais voilà, il n'est pas certain que cette solution serait en réalité la plus à même de protéger l'enfant indirectement, en réalité, quand on sait la difficulté de mettre en place des soins somatiques en service de soins psychiatriques. Et puis c'est un cas un petit peu extrême. Le père n'a pas davantage de pouvoir concernant les décisions d'interruption de grossesse, même si en pratique, la question pourra être discutée préalablement entre les deux parents dans bon nombre de cas, et c'est heureux. Il convient ici de distinguer l'interruption volontaire de grossesse de l'interruption médicale de grossesse. L'interruption de grossesse pour motif médical, pour être précis dans la loi. Les textes relatifs à l'IVG, donc l'interruption volontaire de grossesse, ne se réfèrent aucunement au père géniteur de l'enfant. À lire le texte de l'article L2212-1 du Code de la santé publique, la demande initiale comme la décision définitive, la réitération du consentement, est celle de la femme, même si l'interruption, même si l'IVG est bien sûr encadrée par une procédure et soumis à une condition de délai désormais de 14 semaines d'aménorrhée. Le texte nous dit « La femme enceinte qui ne veut pas poursuivre une grossesse peut demander à un médecin ou à une sage-femme l'interruption de sa grossesse. Elle peut évidemment choisir de se faire accompagner par le père pour les différentes étapes de cette procédure. Elle peut désigner le père comme personne de confiance sur le fondement de l'article L1111-6 du Code de la santé publique. Mais l'acte trouve sa justification dans sa seule volonté, aujourd'hui en droit. Le père qui s'opposerait pourrait même s'exposer à des poursuites pour délit d'entrave ou risquerait de s'y exposer lorsqu'il empêche, je reprends les critères légaux, on parlait du délit d'entrave dans un autre contexte hier avec Aline Chenet-Beaupré, s'il empêche la femme d'accéder au centre IVG ou s'il perturbe le service, ou alors en cas de pression morale et psychologique, menace ou intimidation sur la femme ou sur les professionnels de santé qui sont les interlocuteurs, enfin qui vont pratiquer l'acte. Les choses apparaissent à peine différentes pour l'interruption médicale de grossesse. Pour rappel, cette interruption médicale de grossesse peut être pratiquée dans deux cas, en cas de danger grave pour la santé de la mère ou de risque sérieux d'affection grave, particulièrement grave, dit le texte, de l'enfant. Elle ne relève pas cette fois de la seule volonté de la mère. La justification de l'acte, cette fois, n'est pas la seule volonté de la mère. Il y a bien une justification d'ordre médical, donc qu'on a décrit, avec ces deux branches, et elle suppose l'accord d'un collège disciplinaire. L'avis, mais c'est un avis liant, d'un collège pluridisciplinaire. Le texte se réfère bien à la demande de la femme, donc c'est bien elle qui est concernée, mais la loi mentionne tout de même que l'équipe pluridisciplinaire, petite mention implicite du père, et la seule, peut entendre la femme concernée ou le couple, donc pour recueillir, la femme concernée ou le couple peuvent être entendus. Voilà. Donc c'est à la discrétion des membres de l'équipe pluridisciplinaire, et selon le cas, effectivement, si ce sont les deux parents qui se sont présentés, ce sera le cas. Autre acte médical auquel on peut penser durant la grossesse, et qui n'est pas un cas d'école, puisque j'ai eu l'occasion d'en avoir connaissance notamment à propos en parlant avec des professionnels de santé du CHU de Montpellier d'une part et du CHU de Nantes d'autre part, c'est l'arrêt des traitements
d'une femme en état végétatif chronique ou en état post-relationnel qui serait enceinte. Par exemple, à la suite d'un grave AVC ou d'une méningite. On le sait, dans ce cas, la décision d'arrêter les traitements ne peut être prise que par le médecin et à l'issue d'une procédure collégiale, lorsque, effectivement, elle est hors d'état d'exprimer sa volonté, ce qui est le cas dans notre hypothèse. Le motif pouvant justifier une telle décision d'arrêt de traitement est l'obstination déraisonnable. Alors c'est plus subtil que ça, puisqu'il y a l'obstination déraisonnable oblige à l'arrêt des traitements, il y a une interdiction de l'obstination déraisonnable, et puis il y a 3 autres critères qui parfois sont confondus avec l'obstination déraisonnable, mais c'est pas exactement ça en fait, puisque c'est donc l'inutilité des traitements, la disproportion, leur disproportion, ou le maintien artificiel de la vie. Or le texte de l'article L1110-5-1 nous dit: en cas d'inutilité, de disproportion ou de maintien artificiel de la vie, et bien, enfin, de traitement n'ayant pour effet que le maintien artificiel de la vie, le médecin peut, donc il doit s'interdire d'obstination déraisonnable, mais il peut arrêter. Ce qui signifie qu'il n'y a pas de coïncidence parfaite entre ces 3 critères et l'obstination déraisonnable, contrairement à ce qui est parfois présenté. Bon. C'est une subtilité de la loi Claes-Leonetti. Donc, ici, le père de l'enfant n'a pas formellement de pouvoir de décision. Il n'a même pas impérativement à être consulté, sauf s'il a été désigné comme personne de confiance ou qu'il est consulté quand il n'y a pas de personne de confiance au titre des membres de la famille. Et s'il est présent, en pratique, c'est ce qui se passera. On peut cependant penser que dans un tel cas, la question de ses souhaits par rapport à l'accueil de l'enfant pourront avoir une influence sur l'appréciation de l'obstination déraisonnable ou non à maintenir en vie la mère, par des suppléances vitales notamment, jusqu'au terme de la grossesse, avec la complication pratique de maintenir une grossesse. Quand on parle avec des professionnels de santé, ils vous disent que dans un tel cas, c'est très compliqué une prise en charge de grossesse d'une femme en état végétatif chronique. Menée, voilà. Bon, évidemment, c'est plutôt une césarienne qui sera envisagée, mais évidemment, si on ne veut pas que l'enfant soit grand prématuré, il faut poursuivre la grossesse un certain temps. Et donc, peut-être que la place du père ici, le père peut avoir une importance aussi, parce que dans la décision d'interrompre ou non les traitements, ce qui conduit évidemment à laisser mourir la mère, mais avec elle à laisser mourir l'enfant, la question des souhaits du père concernant l'accueil de l'enfant peuvent être importants, voire déterminants. Deuxième phase que je souhaite envisager ici, c'est la place du père au moment de l'accouchement. Alors je serai plus rapide sur ce point. La place du père est là aussi assez limitée, la place décisionnelle du père, en tout cas en droit, dans les décisions médicales qui peuvent intervenir à l'occasion de l'accouchement. Là encore, en principe, c'est à la femme de décider des modalités de son accouchement. Alors quand je dis c'est à la femme de décider, évidemment, en codécision avec les professionnels de santé. C'est pas à la femme d'exiger des professionnels de santé, mais là je suis en train de parler de la femme par rapport au père, par rapport au géniteur. Donc, c'est en principe à la femme de décider des modalités de son accouchement, à l'hôpital ou à domicile, avec ou sans péridurale, l'accouchement physiologique, et en cas de préconisation par le médecin d'une césarienne préventive, c'est le cas notamment lorsqu'il existe des risques de rupture utérine ou des risques de complications, en cas d'accouchement par voie basse, eh bien, elle conserve, en principe, sauf peut-être cas d'urgence, le libre choix d'accoucher quand même par voie basse. Et d'ailleurs, ces refus de césarienne, lorsque les médecins gynécologues obstétriciens estiment que en fait, la césarienne s'impose, ce sont des situations très compliquées à gérer pour les médecins et pour les sages-femmes d'ailleurs. Le refus de césarienne peut avoir un impact important en pratique sur l'enfant, puisqu'il peut l'exposer à davantage de risques en cas de difficulté d'extraction de l'enfant lorsqu'il se présente par le siège ou en cas de dystocie des épaules. Il y a beaucoup de contentieux sur ces questions de complications lors de l'accouchement avec les parents qui ensuite recherchent une indemnisation pour le handicap de l'enfant. Voilà. Et donc, la question se pose de savoir est-ce qu'il y a une faute médicale ou est-ce qu'il y a un aléa thérapeutique. Mais en l'occurrence, ici, pour ce qui nous concerne, eh bien, la jurisprudence a mentionné qu'en cas de risque particulier pour
pour la femme enceinte, risque particulier lié à l'accouchement par les voies naturelles, par voie basse, eh bien, le médecin doit informer la femme, et uniquement la femme, la parturiente, de ces risques. Et il l'a précisé notamment dans un arrêt du Conseil d'État donc du 27 avril 2016. Bon. Donc là encore, aucune mention du père. Hein. C'est pas lui qui doit être informé. Il n'a pas de pouvoir décisionnel sur ce point. Hein. C'est le libre choix de la méthode d'accouchement par la femme, en principe. Et même si c'est lui qui le plus souvent va couper, enfin qui parfois, en tout cas pas le plus souvent, mais c'est lui qui peut être amené à couper le cordon, juridiquement, alors même qu'il est concerné par la santé de la mère et de l'enfant, ici, eh bien, il reste très largement comme un fantôme juridique. Sauf peut-être sur le plan éventuellement des responsabilités. Je pense notamment à un arrêt de la Cour administrative d'appel de Nantes du 12 mai 2014, où c'était un père qui s'opposait à la prise en charge par un gynécologue obstétricien homme de sa femme au moment de l'accouchement, ce qui a fait prendre du retard dans l'accouchement et ce qui a occasionné le handicap de l'enfant. Et la Cour administrative d'appel rejette la demande de responsabilité des parents contre le centre hospitalier au motif que le handicap de l'enfant est exclusivement imputable à l'attitude d'opposition du père dans ces circonstances. Mais nous sommes donc déjà du côté de l'enfant déjà né ici, et ça nous amène à ma deuxième partie. J'espère que je ne suis pas trop long, mais je vais être plus rapide sur la deuxième partie. Bon. Intéressons-nous maintenant à la place du père s'agissant de l'enfant déjà né. On pourrait soulever tout de suite une objection ici, hein, par rapport effectivement au choix de traiter cette dimension du sujet. C'est qu'une fois que l'enfant est né, est séparé du corps de la mère, que le cordon est coupé, donc il n'y aurait plus vraiment de spécificité juridique de la place du père par rapport à la place de la mère, au regard notamment de l'égalité des deux parents. L'autorité parentale est en principe conjointe à l'égard de l'enfant. Les parents ont les mêmes droits, les mêmes devoirs et les mêmes pouvoirs. Bon. On peut toutefois nuancer un petit peu le propos si on s'intéresse à certains éléments pratiques et certaines données peut-être sociologiques, mais entre guillemets, et notamment qui ont pu être évoquées effectivement hier pour certaines. On peut envisager quand même des situations qui en pratique concernent plus souvent le père que la mère, notamment la question de l'absence du père dans un certain nombre de cas. Par exemple, l'absence de filiation paternelle établie à l'égard de l'enfant, et donc l'absence d'autorité parentale, par hypothèse, en tout cas, oui, on va dire oui, par hypothèse, sauf vraiment exception, qui peut avoir différentes causes. Soit le père géniteur n'a pas souhaité reconnaître l'enfant, soit il n'avait pas connaissance tout simplement de l'enfant. On peut aussi prendre l'hypothèse d'un père qui effectivement a une filiation établie à l'égard d'enfant qui a une filiation établie à l'égard de son père, mais d'un père désinvesti dans la vie de l'enfant, ou tout simplement injoignable, ou en tout cas qui n'est pas disponible au moment où la question de l'acte médical se pose. On prendra ici deux hypothèses, on étudiera ici deux hypothèses, l'hypothèse du père absent d'abord, et puis l'hypothèse du père opposant à l'acte médical. Quand on parle du père absent, on ne se réfère pas évidemment, vous l'avez compris, au régime de l'absence dans le Code civil. Ce n'est pas en ce sens qu'on l'entend. On vise plutôt le père qui n'est pas en mesure de consentir à l'acte médical pour des raisons diverses, soit parce qu'il est décédé, soit parce qu'il est hors d'état d'exprimer sa volonté, à cause d'un accident ou d'une maladie, par exemple, soit parce qu'il est injoignable, c'est le cas du père désinvesti qu'on a évoqué, et qui n'a plus de lien avec l'enfant, ou enfin, comme on l'a dit, parce qu'il n'est pas informé par la mère qui va consulter sans l'en informer. Ce qui ne signifie pas forcément qu'elle le fait à dessein dans son dos, hein, voilà, mais bon, en tout cas, il n'est pas présent.
Lorsque le père est décédé ou s'est vu retirer l'autorité parentale, il n'y a pas de difficulté majeure au plan juridique. Seule la mère titulaire de l'autorité parentale autorisera l'acte sur le fondement de l'article 371-1 du Code civil. Lorsque le père titulaire de l'autorité parentale est injoignable ou indisponible, en revanche, une difficulté peut se poser. En principe, l'autorité parentale étant conjointe, l'accord des deux parents est requis pour tout acte de l'autorité parentale en général, et ici pour toute autorisation d'acte médical, plus particulièrement, c'est ce qui nous concerne. On sait que pour faciliter le quotidien, le législateur a prévu une présomption d'accord de l'autre parent concernant les actes usuels de l'autorité parentale. Je parle sous le contrôle de plus spécialistes que moi de droit de la famille. À l'égard donc des tiers de bonne foi, nous dit l'article 372-2, ici les tiers de bonne foi, ce sont les professionnels de santé pour ce qui nous concerne. Le consentement donné par un parent fait présumer le consentement de l'autre parent pour les actes dits usuels. En présence d'un père absent, mais dont le consentement serait requis, il faut donc savoir si nous sommes en présence d'un acte médical usuel ou non usuel. Dans le premier cas, la présomption d'accord du père pourra jouer. Dans le second, le consentement explicite du père, à côté de celui de la mère, devra être obtenu pour que l'acte médical puisse être réalisé. Alors la loi ou le règlement ne fixe pas de liste d'actes médicaux usuels ou non usuels. C'est un standard juridique, un beau standard juridique comme on les aime, qui a ses avantages et ses inconvénients, et donc il faut notamment lui donner un contenu. Mais en revanche, la jurisprudence donne quelques lignes directrices, quelques guidelines, comme on dit aujourd'hui, ou quelques pistes en tout cas, pour établir la distinction. L'acte médical usuel est plutôt un acte bénin, peu invasif et peu risqué. Une simple consultation chez un généraliste ou un spécialiste, une prescription de médicaments courants pour une grippe ou une angine de l'enfant sont des actes usuels. Au contraire, les hôpitaux, et ils ont raison à mon sens dans leur interprétation du texte, exigent systématiquement l'accord des deux parents pour une intervention chirurgicale. Et effectivement, une intervention chirurgicale, a fortiori quand elle est sous anesthésie générale, doit être considérée comme un acte non usuel. L'acte médical sera aussi plus facilement qualifié d'acte non usuel si sa finalité n'est pas thérapeutique. Par exemple, la chirurgie esthétique exige l'accord, sur un mineur, exige l'accord, ce qui n'est pas interdit, exige l'accord des deux parents. Donc la mère, la mère ne peut pas effectivement autoriser seule ou faire droit on pourrait dire, à la sollicitation de sa fille mineure qui souhaiterait, par exemple, se refaire les lèvres ou autre. Bon. Alors que le père s'opposerait. La circoncision rituelle en jurisprudence a été qualifiée, c'est un bon exemple, parce qu'elle a été qualifiée de non usuelle, alors même que l'ablation du prépuce pour motif thérapeutique est qualifiée d'acte usuel. Là, on a eu les deux jurisprudences de juges du fond qui nous ont permis de voir que c'est la finalité pour un même acte matériel qui permet de qualifier d'une manière ou d'une autre, effectivement, l'acte. Et puis, on peut penser aussi, mais ça, c'est peut-être une lecture personnelle, on dispose moins d'exemples, c'est pour ça que je suis moins affirmatif sur ce point, que l'acte devrait être plus facilement qualifié d'usuel selon le degré d'utilité ou de nécessité. Lorsque la nécessité de l'acte n'est pas évidente, notamment parce qu'il peut exister différentes alternatives thérapeutiques, l'accord explicite des deux parents devrait être plus volontiers requis. Je prends un exemple, un enfant atteint de troubles de l'attention avec hyperactivité, les pédopsychiatres exigent en pratique, et je pense qu'ils ont raison, l'accord des deux parents pour une prescription de Ritaline, qui régule les troubles de l'attention et l'hyperactivité. Bon, à mon sens, effectivement, on peut dire que c'est non usuel. Je prendrai un dernier exemple tiré de la jurisprudence disciplinaire, donc des médecins et du Conseil d'État, puisqu'en dernière instance, c'est le Conseil d'État qui est compétent dans le contentieux disciplinaire médical, à propos de la prescription de Prozac, antidépresseur, pour une adolescente de 16 ans, dépressive, alors dépression qualifiée de modérée à sévère dans l'arrêt.
C'est un arrêt qui est rendu le 7 mai 2014 par le Conseil d'État, et c'est un père qui avait déposé plainte devant le Conseil de l'Ordre à l'encontre d'une médecin psychiatre qui avait prescrit cet antidépresseur sans son accord, en se contentant effectivement de la présence de la mère et de l'accord de la mère qui était venue seule en consultation. Je précise, c'est un contexte de séparation parentale. Très souvent, dans les contentieux, il y a un contexte de séparation parentale, parfois avec un professionnel voilà, qui est au milieu, et les parents règlent leur compte par professionnel interposé. L'affaire était remontée jusqu'au Conseil d'État, qui laisse entendre, je vais être synthétique là-dessus, qu'il y a là un acte non usuel et que l'accord du père aurait dû être recueilli pour une prescription d'antidépresseurs. Et c'est vrai que si on se met à sa place, si on devait presque... Moi, j'ai un fils de 10 ans seulement, mais si on devait effectivement lui prescrire un antidépresseur, j'aimerais avoir mon mot à dire. J'aimerais ne pas être écarté. On peut aussi raisonner avec le bon sens, c'est pas interdit parfois, ou les intuitions morales. Voilà. Donc ici, voilà, un exemple jurisprudentiel où on est dans une prescription de médicaments, mais quand même qui n'est pas anodine au regard de ses effets secondaires, effectivement, notamment de l'effet d'accoutumance qu'il peut y avoir. Bon, enfin, il y a plusieurs aspects qui peuvent expliquer que ce soit qualifié de non usuel dans un tel cas. Intéressons-nous à la deuxième hypothèse, celle du père opposant, cette fois. Du père opposant. Le père qui s'oppose à l'acte médical. L'opposition du père fait obstacle en principe à la réalisation de l'acte médical sur l'enfant, que l'acte soit usuel ou non usuel, puisque même s'il est usuel, la présomption de l'article 372-2 tombe dès lors qu'on sait et qu'explicitement il s'y oppose, puisque ce n'est qu'une présomption réfragable d'accord de l'autre parent, sauf connaissance de son opposition. La règle de l'autorité parentale conjointe s'applique donc, et il en résulte que le médecin ne peut se contenter du consentement de la seule mère à l'acte médical. La mère, dans cette hypothèse, doit donc saisir le juge pour passer outre, le juge aux affaires familiales, pour passer outre l'opposition du père. Et on a une illustration dans un arrêt de la Cour d'appel de Paris du 10 juin 2015 à propos d'une opposition catégorique, farouche, du père à toute vaccination de l'enfant. L'affaire concernait un père qui avait inscrit sur le carnet de santé son opposition à toute vaccination, même les vaccinations obligatoires. Je précise pour qu'on comprenne qu'une vaccination obligatoire n'est pas en droit une vaccination forcée. Elle ne dispense pas de recueillir le consentement des parents. Simplement, il pourrait y avoir des sanctions ou des conséquences au fait que les parents ne font pas vacciner l'enfant. Impossibilité d'inscrire l'enfant dans des lieux collectifs, écoles, crèches, garderies, et puis éventuelle sanction pénale, 222-17, sur les manquements aux devoirs de l'autorité parentale qui mettent en danger la sécurité ou la santé de l'enfant. Du code pénal. Donc, ici, les parents, c'est un contexte particulier, les parents n'avaient jamais eu de projet de vie commune. Ils avaient décidé de faire un enfant ensemble, mais sans vie commune. Et la mère souhaitait faire vacciner au DTP, à l'époque, c'était le seul vaccin obligatoire. Maintenant, il y a 11 vaccins obligatoires, ah oui, 13, pardon, oui, bien sûr, oui, effectivement, pardon. Mais à l'époque, il n'y en avait que 3, le DTP, diphtérie, tétanos, polio. Et elle avait alors saisi le juge pour passer outre le désaccord du père, et ce qu'avait autorisé, évidemment. D'ailleurs, en faisant un peu la morale au père dans la décision le juge d'appel, il ne va pas de main morte dans sa manière de s'adresser au père, dans la motivation, et donc avait autorisé la mère à faire vacciner l'enfant sans l'accord du père pour, effectivement, le DTP. Il est cependant des cas où la loi fait même injonction aux médecins, même sans l'accord du juge, sans besoin d'un accord du juge, de passer outre l'opposition d'un parent et même des deux parents. Là, ce n'est pas spécifique effectivement au père, dans l'intérêt de l'enfant. Et je terminerai par là, puisque j'ai déjà été beaucoup trop long, excusez-moi. C'est l'hypothèse prévue à l'article L1111-4, alinéa 9 du Code de la santé publique. Lorsque le refus d'un traitement par les titulaires de l'autorité parentale risque d'avoir des conséquences graves pour la santé du mineur, le médecin délivre les soins indispensables. Et on sait qu'en droit, le présent de l'indicatif vaut impératif. Donc le médecin doit délivrer les soins indispensables. Ce serait le cas, par exemple, d'un père témoin de Jéhovah qui s'opposerait à des transfusions sanguines de l'enfant.
Alors, ouais, mais ce qui est intéressant, c'est qu'effectivement, il peut y avoir recours au juge, mais ce qui est intéressant, c'est que les textes n'obligent pas les soignants à obtenir l'autorisation du juge. Oui, exact, voilà, c'est ça, oui, avant le texte, tout à fait. Ouais. 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 Exactement. Ouais. Ce qui était effectivement très, très contraignant et problématique. Ouais. Ou du père qui s'oppose à l'injection, c'est plus spécifique, de surfactants sur un grand prématuré. Je sais ça parce qu'il y a quelques jours, un professionnel de santé dans une formation qui m'a donné cet exemple, un père qui s'opposait à l'injection de surfactants sur un grand prématuré au motif que le produit est fabriqué à base de poumons de porc. Donc c'est effectivement un traitement qui est indispensable pour le développement pulmonaire des grands prématurés et leur développement respiratoire. Et on ne sait pas le fabriquer autrement qu'en utilisant cette substance. Et donc, voilà. Et donc là, typiquement, il se trouve que le père, je ne sais pas comment il avait été informé d'ailleurs, mais s'opposait. Et donc ça avait posé problème. Dans ce cas, les soignants doivent faire primer l'intérêt de l'enfant et sauver sa vie. Alors le texte ne parle pas seulement de risque vital, mais de risque grave pour la santé de l'enfant, ce qui est plus large que le simple risque vital. Mais j'ai déjà trop parlé, donc je vais m'arrêter là. Je vous remercie.